Petit port de pêche du Marigot, la carte postale est habituellement charmante, mais depuis quelques jours, elle l'est beaucoup moins, voire pas du tout, à cause des sargasses. Le paysage n'est pas le seul à souffrir de la présence de ces algues. À quelques mètres de là, les habitants sont continuellement dérangés par l'odeur. En redescendant la côte, petite halte au Vauclin, la commune a connu il y a quelques jours un arrivage massif de sargasses. Du bourg jusqu'à la Pointe Fola, on les voit et on les sent à des kilomètres. Pour les touristes et les baigneurs, la situation est catastrophique, même si la plage est régulièrement nettoyée. Certains se demandent si la visite ministérielle changera réellement quelque chose. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose, mais en tout cas, la situation, elle est grave. Parce qu'on sent l'odeur à la maison. Ça fait 2 mois que j'ai acheté une télé, puisque l'autre, elle était déjà tombée en panne à cause des sargasses. Et là, elle refait la même chose. Elle a déjà des rayures. Côté activité nautique, la fréquentation a chuté et la trésorerie est alors durement impactée. Au centre nautique du Vauclin, l'on espère que le ministre fera un tour de table avec les acteurs économiques. Sitôt le pied posé sur le problème, Nicolas Hulot annonce plusieurs mesures d'accompagnement pour lutter contre les sargasses, qui déciment chaque jour un peu plus notre littoral. Il y a l'urgence sanitaire. Ça pour nous c'est la priorité des priorités. Donc si les doses dans une école ou des habitations est dépassée, les préfectures prendront leurs responsabilités. Ce qu'il faut maintenant c'est traiter ce phénomène sur le long cours. Et la présence de l'État c'est une présence de solidarité sur le long cours. Et on va faire en sorte de se mettre en situation, comme pour tous les événements de ce type, d'avoir un plan d'action qui soit coordonné. En matière de recherche, et notamment en matière de recherche sanitaire, pour voir les impacts immédiats, éventuellement, je dis bien éventuellement, les impacts à long terme. Là également, on va y mettre les moyens. Autre solution déjà testée dans d'autres communes, les barrages flottants. Je vois ici la possibilité peut-être qu'on a de dévier les sargasses. On va tester le dispositif. Je parlais avec les pêcheurs à l'instant. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir un accès libre à la mer, avoir un accès libre à l'air 365 jours. Bon, si on peut aussi dévier l'entrée du port. Seulement, tous les marins pêcheurs n'y voient pas une solution pour leur activité. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, sachez que le gouvernement est mobilisé sur cette question des sargasses, vous le savez, vous l'avez dit, et l'ensemble des ministres qui, avec moi, ont fait une réunion interministérielle le 27 avril, qui a précédé le Conseil des ministres, Agnès Buzyn, Frédérique Vidal, Nicolas Hulot, ont bien conscience de l'exaspération, mais au-delà de l'exaspération, de l'ensemble de ce fléau qui provoque un impact sanitaire, économique, bien sûr, nous le savons, et bien sûr aussi écologique. Alors, quelles seront les réponses? Des réponses urgentes que j'avais déjà apportées devant l'ensemble de la classe politique de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe le 18 avril dernier, mais au-delà. D'abord, un renfort des contrôles sanitaires. Ensuite, des moyens financiers portés aujourd'hui à 3 millions d'euros à la disposition des collectivités qui doivent s'équiper effectivement pour le ramassage. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on sait faire, ramasser. Et ramasser effectivement avec des outils qui sont mis à disposition, mais surtout aussi avec des bras. Et je voudrais remercier l'ensemble de ceux qui aujourd'hui sur le terrain sont mobilisés. Je pense aux tiges, aux chantiers d'insertion, aux pompiers, aux employés municipaux, bien sûr. Mais il faut aller aussi beaucoup plus loin. Et vous avez raison, il faut le faire dans la durée. Et dans la durée, c'est bien sûr un plan que nous allons mettre en place, des plans d'urgence locaux sargasses, parce qu'on a eu un manque de réactivité cette année. Et on a aujourd'hui des arrivages qui sont beaucoup plus massifs que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'année 2015 qui avait été la pire. Il ne faut plus que ça arrive, il faut qu'on soit beaucoup plus rapide. Et ces plans, nous allons effectivement les mettre en place avec la nomination d'un préfet qui devra coordonner l'ensemble de ces actions. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux.
Depuis 1970, ce qui arrive à La Réunion, comme dans plusieurs territoires d'outre-mer, et c'est pas pour me défausser, était prévisible. On n'a pas apporté les solutions qu'il fallait pendant un certain nombre d'années. Et ce n'est pas les quelques décisions qui ont été prises par-ci par-là qui sont suffisantes. On a d'autres réponses à leur apporter. J'irai à leur rencontre, je serai à leur écoute. Je suis une femme de terrain, je suis une ultramarine comme eux. Donc vous nous expliquez un petit peu le détail de ce soutien logistique que vient apporter le Dixmude. Est-ce qu'on peut revenir sur ces chiffres que vous nous donniez à l'instant? Oui, je m'excuse, si ça a été compliqué de m'entendre. Alors, j'ai rappelé que c'était du soutien logistique, qu'il fera de l'évacuation sanitaire, qu'il a du matériel médical à bord. Et j'ai donné effectivement des chiffres d'1 million de masques chirurgicaux et de 170 000 masques FFP2. Les États-Unis qui auraient détourné des commandes de masques prévues au départ pour la France. Les détails avec Juliette Pietraszewski. C'est directement sur le tarmac d'un aéroport chinois que les Américains achètent des masques destinés à la France avec de l'argent liquide. Voilà ce que raconte Renaud Muselier, le président de la région PACA. Il en aurait lui-même fait les frais. La commande de masques passée par la région a finalement décollé pour les États-Unis. Cette pratique est également dénoncée par le président de la région Grand Est, Jean Rotner. Selon lui, les Américains payent 3 ou 4 fois les prix des commandes passées par la collectivité. Il faut vraiment se battre, explique-t-il. Autre aspect de la concurrence américaine, les États-Unis commandent 2 ou 3 milliards de masques. Avec nos 5 petits millions, on passe toujours après, déplore-t-on du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, Annick Girardin, vous nous parlez des demandes effectuées par les ARS, et d'ailleurs la venue du porte-hélicoptère, mais chez nous, les soignants parlent plutôt de besoin de masques. Alors, il y en aura, bien sûr, vous le disiez, sur le porte-hélicoptère. Quand on connaît les difficultés du CHU de Guadeloupe, qui était antérieure à cette crise du Covid-19, qu'est-ce qui a été mis en place pour que les personnels soignants puissent affronter cette crise au mieux ? Alors, vous savez, on a encore malheureusement une pénurie forte de masques, de matériel de protection, mais la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane viennent de se voir attribuer un lot important qui vient d'être mis à bord effectivement du Dixmude. Du Dixmude pour permettre de venir le plus vite possible compléter les envois qui sont déjà arrivés dans les territoires d'outre-mer. Il y a eu par exemple 6 envois de masques en Martinique, 5 en Guadeloupe, 5 également en Guyane. Si vous voulez quelques chiffres, aujourd'hui les livraisons qui sont venues depuis début février en Martinique sont au chiffre de 357 600 masques chirurgicaux et 105 pour les FFP2. C'est un exemple. Pour la Guyane, c'est 391 400 et puis 105 120 sont les mêmes chiffres. Et pour la Guyane, ça a été 344 500 pour les masques chirurgicaux et 105 120, c'est pareil, pour les FFP2. Donc vous voyez, il y a déjà eu 5 envois. Il n'y a pas aujourd'hui de pénurie en milieu hospitalier. La ligne est ouverte comme chaque matin suivant RCI Guadeloupe et on accueille José qui est à Saint-François. Bonjour José. Bonjour Thierry. Alors la ligne est ouverte, la ministre des Outre-mer vous écoute. Oui, bonjour madame la ministre. Bonjour. Allô? Oui, je m'appelle Chapan José, je suis diabétique, je suis asthmatique. Voilà-t-il pas, depuis quelques temps nous sommes en Guadeloupe, nous vivons dans une angoisse permanente. Le ciel toujours obscur, sable du Sahara, aller à la plage, Sargasse. Mais madame la ministre, c'est trop. C'est trop parce que nous sommes déjà fragiles. Et maintenant, ne pensez-vous pas que votre gouvernement aurait pu nous éviter cela, cette situation? Parce que vous avez un problème de peur et décider dans cette situation alors que nous, entiers, nous vivons actuellement, madame. Merci de me répondre. Madame la ministre, on poursuit avec une question d'un auditeur en Martinique. On accueille Philippe de Fort-de-France. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour messieurs, dames. Bonjour madame la ministre. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question à vous poser concernant votre fameux bateau. Un bateau qui arrive d'ici dans 10-15 jours. Est-ce que vous pensez que le personnel de santé libéral sur le CHU de Martinique, nous pourrons attendre 15 jours pour faire face à ce Covid-19? Je vous rappelle quand même, un bateau sortant de la métropole pour arriver dans les Antilles, ça prend effectivement grosso modo 15-20 jours. La situation est vraiment dure. D'autant plus qu'il nous manque aussi un support de France pour faire face à ce Covid-19, à tous les patients que le personnel reçoit. Vous disiez tout à l'heure que le personnel a peur. Mais la peur est justifiée, madame. La peur des agents, elle est justifiée parce que nous faisons face à un ennemi que nous ne savons pas effectivement d'où il vient, de gauche à droite. Et le plus dangereux pour nous, c'est de constater qu'on a été abandonné, madame, par l'État français. Quand je dis abandonné, je m'explique. Il n'est pas normal comment des sportifs de haut niveau, des élus d'État sont bien placés, ils sont dépistés. Alors Philippe, on va laisser on va laisser Madame la Ministre répondre parce que là, on va devoir vous interrompre quelques instants pour laisser la parole à Annick Girardin qui a certainement. Alors, de manière très, très rapide, bien sûr que je comprends la peur. Et d'ailleurs, je peux la partager. Vous savez, ce risque, il est pour tout le monde. Je comprends la peur de nos concitoyens. Je comprends aussi l'angoisse des médecins, des soignants, qui, eux, vont être en première ligne, parce que aujourd'hui, le nombre de cas dans les territoires d'outre-mer, tant mieux, n'est pas élevé, même si en Martinique, en Guadeloupe, c'est quand même les plus hauts en termes de nombre touchés ou de personnes aujourd'hui touchées par ce virus. En termes d'hospitalisation, nous avons encore la possibilité de travailler dans des conditions qui sont acceptables. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que la France a abandonné les territoires d'outre-mer et que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe, voire la Guyane sur l'investissement depuis 2 ans et demi pour essayer de rattraper les retards dans les structures hospitalières, ça a été effectivement un gouvernement qui était au rendez-vous. Une grève pour exprimer une colère et un ras-le-bol dû à un épuisement des 41 manipulateurs. Il y en a 6 qui assurent les nuits sur la semaine, samedi soir et dimanche soir. Et ces manipulateurs doivent desservir l'ensemble de PZQ, c'est-à-dire le nouveau plateau technique, plus l'ancien plateau technique, plus les radios au lit, plus les urgences, plus les scanners en urgence, plus les IRM en urgence. S'ajoute à ce problème celui des contractuels, des personnels précaires qui attendent pour certains depuis des années une titularisation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le manque d'effectifs médicaux et non médicaux fait que la base n'est pas assurée. Les patients, en moyenne, attendent 4 mois pour avoir un examen radiologique sous des pathologies qui sont évolutives comme le cancer. On sait qu'il y a en Martinique un fort taux de cancer de la prostate notamment. Donc dès la base, le patient est déjà lésé. Donc la radio aujourd'hui est un des piliers de l'hôpital. Et si on veut relever l'hôpital, il faut commencer par la radio. Nous avons encore la possibilité de travailler dans des conditions qui sont acceptables. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que la France a abandonné les territoires d'outre-mer. Et en face, un personnel en grande souffrance qui réclame depuis des mois des moyens humains. Là, nous demandons un effectif médical, donc des médecins radiologues. Nous demandons une dizaine de manipulateurs radio, une dizaine de brancardiers et une dizaine de secrétaires. Vu l'état de fonctionnement, vu votre déficit, vu les manques de moyens, comment est-ce que c'est possible? On a eu des échanges avec la direction et jusqu'à présent, ces échanges n'ont pas été fructueux. Donc aujourd'hui, on manifeste clairement notre mécontentement et tout cela dans le but de pouvoir soigner des patients sur le sol martiniquais. Nous avons encore la possibilité de travailler dans des conditions qui sont acceptables. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que la France a abandonné les territoires d'outre-mer. Nous pouvons être quand même confrontés à une patiente qui saigne ou pour laquelle l'enfant est en grande souffrance fœtale. Donc, sachant que c'est une question de
de vie ou de mort pour la mère ou l'enfant. Donc ça peut quand même être préjudiciable, le temps du transfert. Pour moi, c'est une situation qui est juste inimaginable et inacceptable, puisque, que l'on veuille ou pas, la population, en tout cas en situation d'urgence extrême, est laissée pour compte. Nous avons encore la possibilité de travailler dans des conditions qui sont acceptables. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que la France a abandonné les territoires d'outre-mer. La situation financière du CHUM est difficile. 800 millions de déficit cumulés, une dette d'environ 250 millions et une absence de trésorerie qui empêche tout investissement. Un tableau noir qui ne semble pas effrayer Benjamin Garel, qui se dit prêt à prendre son bâton de pèlerin pour aller chercher des sous dans les ministères. Moi, j'avais une image vraiment très négative en arrivant. Et de ce que je vois, c'est que j'ai vu un énorme potentiel. D'accord ? Je dis pas que ça va être facile, hein. Ça va être hyper difficile. On part pour un marathon, on est dans une situation ultra compliquée. D'accord ? Et le redresser, c'est pas en mois que ça va se compter, hein. C'est en années. Pour s'occuper des patients, en épuisant les soins, alors là je cite, en épuisant les soignants, on les a fait fuir. Nous sommes dans une spirale sociale infernale. Nous avons encore la possibilité de travailler dans des conditions qui sont acceptables. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que la France a abandonné les territoires d'outre-mer. Une surface plus grande pour l'accueil des patients au pôle maternité. Une délocalisation du service des urgences et une meilleure gestion des entrées et sorties des patients. Ces optimisations, indiquées par le directeur du CHU dans une note récente au personnel, ne semblent pas convaincre ces mêmes employés de l'hôpital. Il y a certaines avancées, mais nous sommes encore au stade de promesse. On n'a rien encore de concret et rien n'a encore été signé. Sur la question des médecins, nous avons un gros problème, pas de solution. Et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons le mouvement, voire nous le durcissons, parce que sans médecin, on ne peut pas assurer un service minimum correct et digne, on répète, pour la population. Parce qu'il faut savoir qu'on est vraiment dans un état de crise sanitaire exceptionnel et il faut que ça bouge parce que ça dépasse les urgences, la maternité, c'est vraiment l'ensemble de l'hôpital qui est touché, impacté par cette situation qui ne doit plus durer. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons lutter jusqu'au bout et je peux vous dire que nous allons remporter ce combat. La direction de l'hôpital n'a pour l'heure pas souhaité s'exprimer. Ici, la mobilisation dure déjà depuis 2 semaines. Nous avons encore la possibilité de travailler dans des conditions qui sont acceptables. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que la France a abandonné les territoires d'outre-mer. Des produits de première nécessité stockés dans des placards techniques insalubres et non prévus pour. Des installations incongrues, sûrement dangereuses, impensables dans un établissement de santé français. Ou plus récemment, des fuites d'eau dans un service sensible, dédié entre autres à la transplantation rénale. Depuis le début de l'été, le personnel du CHU de Guadeloupe extériorise son mal-être à travers sa présence devant l'établissement et en filmant eux-mêmes les lourds incidents dus au manque de moyens. C'était le service de néphrologie. Donc jusqu'à présent, nous sommes basés dans le service vendredi pour savoir c'était dû à quoi. Donc le personnel du service ne sait pas d'où ça... Personne ne leur a donné d'explication, donc ils ne savaient pas d'où ça venait. Ce sont sûrement des tuyauteries pour éclater. C'était dangereux pour le personnel, dangereux pour les visiteurs. Ne sachant pas quelle sorte de liquide qui sortait de la tuyauterie, on ne savait pas si c'était aussi dangereux pour la santé. En sachant qu'il n'y a pas eu de pluie ce jour-là. C'est un service délicat qui est rempli de moisissures. Et même dans les chambres de greffés, on est dans un endroit qui est plus ou moins vétuste. Et je pense que les seules personnes qui ne doivent pas sentir ce problème, c'est bien la direction. Parce que dans leurs locaux, il n'y a pas de vétusté. Dans leurs locaux, il n'y a pas de manque de matériel. Donc les seules personnes qui sentent ce problème, c'est le personnel. Nous avons encore la possibilité de travailler dans des conditions qui sont acceptables. Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise que la France a abandonné les territoires d'outre-mer. Les demandes, elles sont simples. Pour être simple, on demande d'abord l'arrêt des fermetures de lits immédiats. C'est d'abord des mesures d'urgence. L'arrêt des fermetures de lits dans les hôpitaux qui doivent nous permettre de faire hospitaliser les patients qui aujourd'hui attendent entre 12 heures jusqu'à 72 heures sur des brancards, voire parfois ils finissent leur vie. On demande une augmentation des personnels infirmiers qui doit aller d'ailleurs au-delà seulement des urgences, car aujourd'hui les infirmières dans notre pays sont les 26e en termes de rémunération sur les pays de l'OCDE.
CDE. Donc ça, c'est pour des mesures urgentes aujourd'hui et des augmentations des effectifs pour atteindre les effectifs qui sont demandés par SAMU Urgences de France, qui calcule hôpital par hôpital les effectifs dont on a besoin en fonction du nombre d'entrées de patients et donc de soignants nécessaires pour ces besoins. Mais au-delà de ça, on demande dans la santé en général à ce que une prise en charge humaine et digne soit possible et non pas sans cesse restreinte pour des motifs uniquement comptables et budgétaires, parce qu'aujourd'hui c'est la dignité et la sécurité des soins qui partout est menacée sur le territoire. Vous êtes ambulancier, Didier, donnez-nous d'abord de vos nouvelles. Quel est votre quotidien en ce moment et de quoi manquez-vous ? Nous, au jour d'aujourd'hui, on manque quasiment de tout. Ça commence à devenir très très compliqué. On a beaucoup de remontées de colère qui montent de plus en plus vite sur le manque de matériel, sur le manque de considération au niveau de l'État, parce que on nous a dénigré pendant des années en disant qu'il fallait faire des économies sur la Sécu par rapport à nous. Et au jour d'aujourd'hui, on nous met en première ligne, mais on nous met sans matériel. Donc on a réussi à s'organiser. Donc pour l'instant, vous n'avez pas eu de moment où vous vous êtes retrouvé confronté à un malade sans pouvoir vous protéger ? Moi non. Par contre, j'ai d'autres collègues qui commencent à se retirer parce qu'ils en ont plus du tout. Même pour leurs patients, pour les patients qu'on a dialysés ou les patients qui font de la chimio ou des rayons. Il y a des sociétés qui n'ont plus de matériel. On nous oblige de monter des gardes départementales et j'ai des collègues qui vont se retirer parce qu'ils n'ont plus de matériel. Quand vous dites se retirer, ça veut dire exercer son droit de retrait, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. Les territoires d'outre-mer, monsieur, je le redis, ont loin d'être été abandonnés. Nous avons pris toutes les mesures en même temps qu'au plan national, alors qu'il n'y avait pas encore de cas ou très peu dans les territoires d'outre-mer. Nous avons équipé en masques et en matériel, selon les demandes des ARS qui ont été satisfaites sur 5 envois différents en masques et en matériel. Les respirateurs sont en route, certains sont déjà arrivés et nous avons effectivement travaillé pour que le plus vite possible il y ait du matériel. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre Annick Girardin en direct sur RCI ce matin en Martinique et en Guadeloupe. Et rappeler à la ministre que pour nous rassure en tout cas que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ne seront jamais en rupture de matériel, de médicaments et de personnel. Ils seront surtout jamais abandonnés, monsieur, et j'y veille. Ensuite, sur le matériel et l'ensemble de ce que nous avons besoin, nous faisons le maximum pour pouvoir faire des envois dans les territoires d'outre-mer. Mais je le redis, il suffit d'allumer la télé pour voir quelles sont les pénuries sur l'ensemble de la planète aujourd'hui.